Ça vous est déjà arrivé d'avoir des pensées intrusives? Du genre, que se passerait-il si je poussais quelqu'un sous un train ou dans les escaliers? Si je disais quelque chose de terrible à une personne que j'aime? Et si tout le monde était en fait une illusion? Et si je n'étais pas réel? Par définition, les pensées intrusives sont des pensées troublantes, indésirées et involontaires, qui peuvent surgir dans l'esprit de n'importe qui. Elles ne reflètent généralement pas les véritables intentions d'une personne. Il faut bien être fou pour avoir ce genre de pensée, non? Eh bien, on serait tous fous car une étude publiée en 2014 dans la revue Journal of Obsessive Compulsive and Related Disorders a révélé que 94% des participants de cultures diverses avaient déjà expérimenté des pensées intrusives. Donc, ce n'est pas un phénomène isolé. Mais comment on est amené à avoir ce genre de pensée? Quelle en est la cause? Les origines des pensées intrusives sont diverses, mais nous allons retenir celle-ci. Les recherches en neuroimagerie ont montré que les pensées intrusives sont associées à des zones cérébrales spécifiques, notamment le contexte préfrontal, dorsolatéral et le contexte cingulaire antérieur. Le contexte préfrontal est impliqué dans le contrôle des pensées et une dysfonction dans cette région peut expliquer l'incapacité à inhiber les pensées intrusives. De plus, le contexte cingulaire antérieur est lié à la gestion des conflits cognitifs et une activité excessive dans cette région pourrait être responsable de l'incapacité à supprimer ces pensées non désirées. Donc pour faire simple, il s'agirait d'un bug de notre cerveau. Néanmoins, reconnaissons que le cerveau humain est un bijou d'ingénierie biologique. Il génère par jour des milliers de pensées qui nous aident généralement quotidiennement dans notre vie de tous les jours à faire nos activités quotidiennes. Mais parfois, comme on l'a vu plus tôt, il peut arriver qu'il fasse n'importe quoi et qu'il laisse émaner des pensées qu'on jugerait de stupides, hors contexte, sans logique et sans fondement. Parfois même, elles peuvent heurter l'éthique ou même la morale. Dans ce tohu-bohu de questions hasardeuses, certaines d'entre elles peuvent mettre vraiment mal à l'aise, soit par leur étrangeté, leur pertinence ou encore leur capacité à nous faire douter de nous-mêmes. Et ces questions bizarres en un an. Bienvenue dans The Podcast Video Series et aujourd'hui on va parler des absurdistes. Les absurdistes font référence à des pensées qui n'ont ni raison ni logique, mais qui d'une certaine manière prennent une forme dans notre esprit. Ces questions peuvent être liées à la philosophie absurde qui exploite des questions particulières, on va dire. Généralement des questions existentielles. On s'est tous au moins déjà demandé pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est vrai. Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien? Essayons de pousser la réflexion un peu plus loin. Pourquoi existons-nous? Comment peut-on être sûr de l'existence d'une chose? Prenons un exemple simple. Au 19e siècle, beaucoup de scientifiques croyaient encore à la théorie de la génération spontanée, qui suggérait que les organismes vivants pouvaient apparaître à partir de matière inanimée. Pasteur, au départ sceptique face à cette idée, a décidé de la tester rigoureusement. Et comme tout bon scientifique, il fit une expérience. L'expérience des flacons à col de cygne 1861. Pasteur a utilisé des flacons à col long et incurvé permettant à l'air d'entrer tout en empêchant les particules de poussière et donc les micro-organismes d'atteindre le liquide à l'intérieur. Résultat, les liquides stériles dans ces flacons ne montraient aucune croissance de micro-organismes, prouvant que ces derniers venaient de l'extérieur et non d'une génération spontanée. Grâce à son expérience, il a mis fin à la théorie de la génération spontanée. Il a brisé une vérité admise comme vraie par tout le monde en quelques expériences. Essayons maintenant de mettre en rapport ces expériences à notre contexte actuel. Parmi tout ce que nous croyons aujourd'hui, combien sont en fait fausses? Question. Comment être sûr qu'une chose est vraiment vraie, sachant qu'on peut toujours prouver des contre-exemples?
Les vérités qu'on admet comme étant vraies le sont simplement parce qu'on n'a pas encore prouvé le contraire. Frustrant, n'est-ce pas? Et si le contexte de vérité n'était pas en fait faux, ou vrai, ou je ne sais quoi? En fait, est-ce que les vérités existent vraiment? J'existe parce que je le constate moi-même, au travers de mes sens surtout, de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher, etc. Mais une fois que mes sens seront tous éteints, comment on pourra prouver que j'ai existé? Je sais que ça peut paraître confus, mais essayons d'explorer la question sur un angle de vue différent. Si personne ne se souvient de moi après ma mort, ai-je vraiment existé? On dit souvent après le décès d'une personne que sa mémoire continuera de vivre au travers des personnes qui l'ont connue ou qui l'ont côtoyé. Mais et si toutes les personnes qui l'ont connue n'existent plus? Comment on peut prouver que cette personne a existé? Moins de 0,1% de l'humanité totale ayant vécu est historiquement ou archéologiquement prouvé. Sachant qu'on estime qu'il y a 117 milliards d'individus qui ont existé depuis l'apparition de l'Homo sapiens. Donc sur ces 117 milliards d'individus, seulement 117 millions ont laissé des traces documentées et dont on peut prouver l'existence. 117 millions, c'est à peu près la population du Mexique. Est-ce que vous vous en rendez compte? Par ailleurs, cela signifie que 99,9% des individus ayant existé n'ont laissé aucune trace. On ne se souvient pas d'eux. Cette statistique met en perspective la nature éphémère de l'existence individuelle dans le cadre de l'histoire globale de l'humanité. Ferions-nous partie de ces personnes qui n'ont laissé aucune trace? Parmi ces personnes qui n'ont laissé aucune trace, combien sont incroyables? Combien dans leur histoire pourraient changer le monde si elles étaient révélées? On ne saura peut-être jamais. Mais une fois que j'aurai disparu, quand je serai mort, où irai-je? Ça nous ramène à un autre absurdiste très connu et qu'on s'est toujours déjà demandé. Après la mort, qu'y a-t-il? Certains répondront simplement rien. Et d'autres diront qu'il y a quelque chose, une vie après la mort. Pendant que le premier groupe n'arrive pas à prouver le rien après la mort, l'autre groupe a ce qu'on pourrait appeler une preuve. Quelque chose qui pourrait prouver qu'il y a une vie après la mort. Et cette preuve, on les appelle les EMI, ou expériences de mort imminente. Les EMI, ou expériences de mort imminente, sont des expériences vécues par des personnes qui ont été proches de la mort ou qui ont été déclarées cliniquement mortes avant d'être réanimées. Ces expériences, souvent marquées par des sensations intenses et des visions spécifiques, suscitent un intérêt dans les domaines scientifiques, spirituels et philosophiques. Prenons un exemple connu de EMI. Le cas de Palmer Reynolds. En 1991, Palmer Reynolds a subi une opération chirurgicale au niveau du cœur pour retirer une tumeur. Pendant cette opération, son cœur a cessé de battre, sa température corporelle a diminué, on a jugé qu'elle était cliniquement morte. Et c'est là qu'elle a commencé à expérimenter des choses étranges. Lorsqu'elle a été réanimée, elle a rapporté qu'elle a vécu une EMI, une expérience de mort imminente. Elle a décrit des événements qu'elle ne pouvait pas voir physiquement, étant donné son état pendant l'opération. Pendant qu'elle était cliniquement morte, elle a admis avoir vu des choses. Elle a vu les chirurgiens en train de discuter. Elle a décrit des objets qui étaient présents dans la salle alors qu'elle était cliniquement morte. Donc, les EMI nous prouvent qu'il y a une vie après la mort? Non? Eh bien, pas vraiment. Il y a eu plusieurs expériences pour prouver que les EMI ne sont pas une preuve en tant que telle qu'il y a une vie après la mort. L'une des expériences les plus connues dans ce domaine est l'étude de Sam Parnia, un médecin et chercheur en soins intensifs qui a dirigé une étude à l'hôpital Southampton en 2008 appelée AWARE, qui veut dire Awareness During Resuscitation. L'objectif de cette étude était de déterminer si les patients en arrêt cardiaque pouvaient réellement
avoir une conscience et se souvenir d'événements survenus pendant leur état clinique de mort apparente. L'étude a inclus l'implantation de dispositifs visuels dans les salles de réanimation pour tester si les patients pouvaient décrire avec précision les objets ou les actions qui se déroulaient dans la pièce pendant leur état de mort clinique. Les résultats ont montré que, bien que de nombreuses personnes rapportent des expériences de type EMI, très peu d'entre elles étaient capables de fournir des détails vérifiables, ce qui suggère que ces expériences pourraient être des hallucinations ou des effets neurologiques du cerveau soumis à un stress extrême plutôt que la preuve d'une vie après la mort. Donc, il n'y aurait rien après la mort. Ou peut-être qu'on n'a pas encore pu le prouver. Réellement, on va dire. Ou encore, peut-être qu'une entité paranormale chargée de maintenir l'équilibre en toutes les dimensions a interféré avec cette expérience pour que, en fait, personne ne puisse prouver qu'il existe une vie après. Bon, c'est bon, je m'arrête là. On a assez bavardé. On a dit énormément de choses, mais on doit retenir cela. En conclusion, les pensées intrusives, bien qu'elles puissent sembler dérangeantes ou absurdes, font partie intégrante de l'expérience humaine et sont un témoignage de la complexité de notre cerveau. Ces idées fugaces, souvent en dehors des normes sociales, éthiques ou morales, ne reflètent pas notre véritable intention. Elles trouvent leur origine dans des mécanismes biologiques et psychologiques particuliers, tels que des dysfonctionnements neurologiques ou autres. Mais ces pensées absurdes peuvent nous emmener à nous interroger sur des questions philosophiques, sociales, existentielles de diverses natures qui peuvent nous faire interroger sur nos croyances, sur ce qu'on croit réellement être vrai, sur les dogmes qu'on a aujourd'hui et sur plein de divers paramètres. Ainsi, plutôt que de rejeter ces pensées, on ne devrait pas plutôt les accepter et apprendre à vivre avec. Bon, c'est un peu près mon cas. Mais il y a d'autres personnes auxquelles ces pensées deviennent récurrentes. Et ça peut devenir une maladie qu'on appelle les TOC, ou troubles obsessionnels compulsifs. N'hésitez pas à aller consulter si vous voyez que ça devient exagéré. Bon, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. On est à 12 abonnés et j'espère qu'on pourra atteindre les 20 abonnés d'ici la fin de ce mois. En tout cas, merci pour tout. J'ai vu vos retours sur ma première vidéo qui était très bien. J'espère que celle-ci vous plaira davantage. J'ai essayé de travailler un peu plus, on va dire, le décor et la mise en scène parce que je trouve que la première vidéo, il manquait vraiment ça. Et là, j'essaie d'être le moins personnel possible et d'essayer d'être le plus objectif. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye, bye. Et c'est tout le... Éteins-toi bien. Néanmoins, reconnaissons. Par ailleurs, cela signifie que 99,9% des individus d'habitude ne savent plus parler. Miss. Ouais, excusez-moi.